Bien, chers amis, encore grand merci pour ces vidéos que vous avez partagées avec nous. J'ai pris comme vous le soin de les suivre. Je les ai suivis avec attention et cela a fini par me convaincre qu'il s'agit de notre pays à défendre. Pour cette raison, vous me permettez, avant de passer au développement proprement dit du thème qui m'a été affecté, de rendre hommage à un de nos ancêtres. Je voudrais parler du roi, du résistant béanzin. Il y a 4 jours, c'est-à-dire le 10 décembre, ça faisait, je crois, 118 ans que ce grand résistant nous a quittés. Après, dans le vif du sujet, chers amis, le thème, c'est la convocation des assises nationales souverainistes comme un impératif avant toute élection dans notre pays. La réunion, n'est-ce pas, de cette assise que certains peuvent aussi appeler conférence, parce qu'il s'agit, on ne va rien inventer. Nous avons eu déjà l'expérience. L'histoire du pays nous renseigne que ce qui est dit n'est pas une invention. Lorsqu'il s'est agi de libérer notre pays d'une première autocratie qui s'est emparée de lui de 1972 à 1989, et on a vu la solution est intervenue à une conférence nationale et nous voici face aujourd'hui à une nouvelle autocratie. Alors, du point de vue historique, c'est la première raison qui montre que nous avons le droit de puiser dans cette réserve historique pour donc redéfinir les bases de notre vivre ensemble. Nous sommes le peuple et nous avons l'obligation de trouver la solution qu'il faut pour sortir le pays face à cette nouvelle autocratie qui s'est emparée du pays depuis bientôt 10 ans. Voilà, en termes introductifs, ce que je puis dire par rapport à la motivation qui a conduit au choix de ce thème et surtout la question des assises nationales qui aujourd'hui est devenue plus qu'une revendication, mais une exigence. Je me permets de faire une digression qui consiste à dire que pendant que nous préparions cet entretien, on a eu hier 13 décembre 2024, un acte historique qui a été posé. L'acte qui consiste en ce que le Front patriotique dirigé par M. Laurent Métognon a adressé hier, 13 décembre 2024, une lettre au chef de l'État pour lui donner la chance de saisir cette opportunité que le peuple lui offre, à savoir la convocation des assises nationales souverainistes. Voilà où on est arrivé pour conclure donc que ça devient une exigence. Pourquoi alors il faut une assise? Les problèmes que les assises sont appelées à résoudre. Chers amis, je l'ai dit d'abord, premièrement tout à l'heure, que le pays est coincé. Voyez le nombre de Béninois aujourd'hui en prison parce qu'ils osent parler de leur pays. Regardez le nombre de nos compatriotes aujourd'hui en exil parce qu'ils osent dire que la manière dont le pays est gouverné n'est pas bonne. Regardez le nombre de nos concitoyens aujourd'hui tués de manière froide par des groupes organisés appelés terroristes, mais qui ne sont en réalité que des supplétifs des forces qui ont envahi notre pays par la complicité de ceux que vous connaissez. Regardez aujourd'hui comment on est traqué partout dans la rue. Vous sortez de chez vous, vous ne roulez pas cœur apaisé. La police vous traque et est devenue des agents collecteurs au profit donc de qui vous savez ou de quoi vous savez. Regardez aujourd'hui la misère ambiante dans le pays. Regardez la cherté de la vie. Regardez partout les plaintes qui se dégagent. Regardez tout ce qui se fait du point de vue économique, du point de vue politique. Regardez toute l'expérience faite jusque-là. Depuis au moins 2019, où ce pouvoir organise des simulacres d'élections. La dernière a fini par convaincre notre peuple qu'il n'y a pas eu une élection sous ce régime jusque-là. Alors que le peuple est fatigué de ce que le pouvoir fait, que faut-il faire? Voilà pourquoi des gens épris de paix et de justice sociale ont trouvé la bonne solution d'aller réunir les assises nationales. Et ces assises ne seront pas une opportunité de peut-être régler des comptes. Ça doit être une assise où toutes les sensibilités, les couches sociales du pays doivent se réunir et poser leurs problèmes. Et lorsque les problèmes sont recensés, posés, naturellement, ceux qui seront censés leur donner la forme qu'il faut pour être traduits en loi
vont le faire et naturellement, notre pays sera doté d'une nouvelle constitution qui sera sur la base donc de ces problèmes posés par des gens qui souffrent, qui se plaignent. Et s'il y en a qu'il faut blâmer, on va les blâmer. S'il y en a qu'il faut, comment vous l'appelez, dédommager ou qu'il faut, n'est-ce pas, encourager pour les luttes faites, cette assise souveraine en décidera. Les assises permettront d'établir une feuille de route pour la stabilité politique du pays, pour une économie véritablement prospère, indépendante et démocratique. Les assises permettront d'assurer la participation de toutes les composantes de notre société à l'animation de la vie politique du pays. Tout ce qui se pose au pays jusque-là comme problème lié au code électoral, tout ce qui concerne le système électoral et qui est aujourd'hui dans les mains d'un seul groupe qui manipule tout le processus à sa guise, tous ces problèmes trouveront solution au niveau donc des assises nationales. Les assises permettront d'établir la confiance entre citoyens, institutions et dirigeants. La conférence souveraine permettra de prévenir et de mettre les dispositions nécessaires qu'il faut pour que plus jamais aucun fils de ce pays ne se lève pour liquider le pays, pour s'approprier le pays comme son patrimoine privé, pour qu'aucun fils du pays ne se lève contre ses semblables. La conférence décidera ou garantira les lignes nécessaires qu'il faut pour que les priorités politiques qui seront orientées vers les besoins du peuple seront définies. Voyez jusqu'où le champ de cette assise est circonscrit. C'est pour dire en fait qu'en réalité, les assises ne sont convoquées que pour aider notre pays à redéfinir de nouvelles bases pour notre vivre ensemble. La conférence ou les assises que nous appelons, en quoi est-ce que ça peut être différent de ce qui est fait en 1990? Lorsque je préparais donc cet entretien, je suis confronté à cette question. Oui, je vous dis simplement ceci que actuellement, ce que nous voulons pour le pays et qui doit être différent de ce qui s'est passé en 90, c'est qu'en 1990, les problèmes du pays n'ont pas été réglés à la base. La conférence de 90 s'est juste contentée de régler les problèmes au sommet. C'est-à-dire donc que ceux qui ont été coupables de la trahison du pays, ceux qui ont été coupables de torture, ceux qui ont été responsables de la mort de nos concitoyens n'ont pas été ciblés, identifiés et sanctionnés. Et ceux qui ont été victimes n'ont pas été non plus ciblés, recensés, dédommagés et encourager ceux qui ont poursuivi cette lutte pour que ça puisse faire école au niveau donc, de la nouvelle génération. Voilà les problèmes que la conférence de 90 n'a pas pu résoudre. Et nous pensons que celle à laquelle nous appelons les assises nationales souveraines, à laquelle nous appelons aujourd'hui, doivent aller jusqu'à ce niveau, doivent aller jusqu'à se préoccuper de comment le paysan, pour avoir produit, puisse jouir des fruits de ses efforts. C'est anormal que le paysan puisse produire et que quelqu'un d'autre se permette, sans lui avoir fourni la semence, sans lui avoir fourni la terre, sans lui avoir fourni les intrants, sans lui avoir fourni le matériel, sans lui avoir fourni la main-d'œuvre, se permet de lui fixer le prix auquel il doit vendre son produit et se permet de lui dire où il doit aller le vendre. Nous devons pouvoir arriver à ce niveau où toute l'économie du pays ne peut plus être gardée par un individu. Il faut que les biens du pays puissent servir tous les citoyens du pays et que nous tous, on puisse avoir joui de ce qu'on appelle la prospérité partagée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons nous battre par tous les moyens et comprendre que cette conférence ne peut pas venir en l'air, ni par la volonté de qui que ce soit, si ce n'est la volonté donc du peuple. Lorsque le peuple décide, il l'obtient comme notre peuple nous l'a démontré en 1989, précisément le 11 décembre, où il est monté à l'assaut de l'autocratie Pierre Pébé-Kérékou. Bien, cher ami animateur, merci pour cette question. Comme je l'ai dit plus haut, on n'aura plus cette fois-ci à faire de sorte que ça soit une question uniquement entre les décideurs au nom du pays, mais il faut que ceux qui aussi vont subir les décisions puissent être impliqués, puisque ce sont eux qui souffrent. Vous pensez qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui puisse mieux expliquer le problème des paysans que les paysans eux-mêmes? Pensez-vous qu'il puisse y avoir des gens qui puissent mieux expliquer les problèmes des étudiants que les étudiants eux-mêmes?
Pensez-vous qu'il puisse y avoir des gens qui puissent exprimer aujourd'hui mieux les problèmes des artisans que les artisans eux-mêmes? Je ne crois pas. Les travailleurs salariés, je ne crois pas. C'est eux-mêmes. Donc voilà comment, de manière naturelle, toutes ces couches vont se retrouver dans ce qui se dit et désigneront leurs propres responsables qui vont diriger les assises pour eux et ce sont eux-mêmes qui décideront de l'orientation à donner pour que les solutions qui vont sortir de ces assises ne soient pas des solutions extérieures à eux, que ce soit des solutions venues d'eux-mêmes. Ainsi, nous aurons cette fois-ci la chance de sortir définitivement du gouffre. Merci. Bien, cher ami, votre question consiste à savoir pourquoi l'absence de certains, notamment moi qui vous parle, aux assises de cadre de concertation la fois dernière. Bien, nous avons tous suivi l'actualité depuis l'initiative de ce cadre de concertation. Je crois que vous parlez bien du cadre de concertation de l'opposition que dirige M. Azatassou Eugène. Je crois que c'est de ça que vous parlez. OK. Si c'est de ça, premièrement, je n'ai pas eu l'information, je n'ai pas été invité, je n'ai eu l'information que sur les réseaux. Voilà, de cette manière, je ne sais pas comment je peux me retrouver dans un cadre où je n'ai pas été invité. Voilà simplement la réponse que je puis vous servir. Deuxième chose, comme ce que nous disons aujourd'hui, ce sont les questions d'assises qui préoccupent notre peuple. Et vous voyez l'orientation des actions de ce cadre de concertation. Cette orientation n'a rien à voir avec les assises nationales. Cette orientation est électoraliste. Et pendant qu'il parle donc de la correction consensuelle du fichier électoral, et que le chef de l'État se propose même d'aider à financer, ils se taisent sur leur absence à la Sénat et à la Cour constitutionnelle. Je me demande sur quoi alors ils comptent pour s'aventurer sur ce chemin électoraliste, alors que tout le monde voit que ce chemin est bouclé. Cher ami, voilà l'approche de réponse que je puis servir à votre question. Merci. Cher ami, encore, merci beaucoup. Et comprenez ceci, que je n'interviens pas ici au nom du Front patriotique qui a adressé une lettre au chef de l'État. Certes, je suis un militant du Front patriotique et permettez de ne pas m'aventurer sur cette piste qui consiste à vouloir prendre la parole au nom du Front patriotique. Toutefois, en tant que citoyen qui apprécie ce qu'a fait le Front patriotique et dont j'ai évoqué tout de suite donc cette lettre introduite hier, je vais m'exprimer de ce point de vue. Vous voyez, en effet, le chef de l'État a reçu la lettre et vous nous demandez, vous êtes rassurés vous autres, qu'il ne la lira pas et qu'il ne va pas agir. D'accord, j'en prends acte. Et je suis sûr que les responsables du Front patriotique aussi en prendront acte. Le peuple aussi en prendra acte. Si le chef de l'État, si on lui adresse une organisation des citoyens d'un pays qu'il dirige, lui adresse une lettre qu'il se refuse de lire et à laquelle il se refuse d'apporter de réponse, le peuple et ses représentants n'auront qu'à en prendre acte. Ben écoutez, vous nous demandez si il ne le fait pas. Est-ce qu'on lui donne un délai pour agir? Je vous dis que je ne parle pas au nom du Front patriotique, mais je ne pense pas que le Front patriotique ait donné de délai au chef de l'État. Un délai supposerait un ultimatum. Je ne pense pas que le Front patriotique est dans cet engagement d'ultimatum au chef de l'État. Non. Et vous demandez s'il ne le fait pas, qu'est-ce que nous allons faire? Je vous dis, nous n'avons aucune force de faire quelque chose, mais il n'y a que le peuple qui peut juger et qui en décidera. D'accord? Oui, cher animateur, la question de la peur au niveau des masses, au niveau du peuple, permettez-moi de vous surprendre que nulle part au monde, il y a de peuples peureux. Il n'y a que des peuples qui somnolent. Lorsque le temps vient et que le peuple décide d'agir, il surprend toujours. Je ne partage donc pas votre avis qui fait passer notre peuple comme un peuple peureux.
Deuxième chose, c'est qu'un peuple ne mérite que ce que valent ses représentants. Et à l'heure actuelle, notre peuple a de dignes représentants qui osent prendre des actions, engager des actions. Et ce peuple a un riche patrimoine historique dans lequel il puise d'énergie pour pouvoir agir. Ce peuple a posé des actes aussi héroïques dans le passé comme actuellement. Il continue d'en poser. Et je suis sûr, j'ai confiance en lui. Il fera exploit. Il n'y a rien à faire. Merci. Très content d'avoir entendu une voix avertie d'Azaou. Je m'incline et je me prosterne. Je me prosterne 3 fois. Vraiment, votre intervention, votre voix, le simple fait d'avoir entendu votre voix me donne l'assurance que ce qui se passe ici, c'est du sérieux. Vous avez posé un problème, qui forcément déborde du cadre de cet entretien. Je vais néanmoins m'en occuper et vous répondre. Sa Majesté, vous avez posé le problème d'éthique, de morale en politique. Vous l'avez défini vous-même, cette politique, à savoir qu'elle est l'art de bien gérer la cité. Eh bien, de nos jours, on constate que même cette définition est galvaudée parce que on voit des gens qui tuent au nom de la gouvernance, on voit des gens qui affament au nom de la gouvernance, on voit des gens qui pillent au nom de la gouvernance, mais dans le même temps sont soutenus par des gens. Et là, vous avez raison de vous poser la question de savoir si la morale et la politique et l'éthique existent encore en politique. Et ça renvoie à une autre problématique, à savoir quels sont les rapports entre l'éthique, la morale et la politique. Et là, ça, c'est un autre débat, une autre thèse. Lorsqu'on va prendre même toute une journée, on ne peut pas finir de décortiquer cette thèse. Cependant, il faut vous rassurer que la morale et l'éthique continuent d'exister dans la politique chez nous. Sa Majesté, vous qui êtes là, vous incarnez déjà une éthique, vous incarnez une morale. Parce que j'ai pris le temps, depuis au moins 1 an que j'ai fait votre connaissance, je sais le chemin que vous avez parcouru, je sais toutes les pressions que vous avez eues, je sais tout ce que vous avez reçu comme pression, mais vous êtes resté égal à vous-même. Ça, c'est un simple exemple de vous-même là, qui confirme qu'il y a l'exception à ce constat que vous avez fait sur l'absence aujourd'hui de la morale et de l'éthique au niveau de la politique. Je vous dis également, Sa Majesté, qu'en dehors de vous, il y a plein d'autres personnes. Regardez des gens comme Laurent Métonyon, que le pouvoir de la dictature autocratique a enfermé injustement pour 5 ans de prison, pour que juste qu'il puisse déchanter ou qu'il lui fasse allégeance. Mais regardez cette valeur qui allait subir les 5 ans de prison, il est sorti et il a continué la lutte. Ne voyez-vous pas que ces valeurs-là existent encore dans la politique chez nous? Voilà, quelques exemples que je vous cite pour ne pas aller vers d'autres figures encore qui incarnent ces valeurs. Merci beaucoup. Bien, chers amis de 100% politique, mesdames et messieurs les administrateurs et animateurs, chers éminents membres, vous qui nous suivez et nous écoutez depuis vos positions actuelles, je vous dis grand merci, sincère merci pour cette occasion créée pour que nous puissions venir ici ce soir donner notre point de vue sur ce que nous comprenons par la réunion imminente des assises nationales souveraines dans notre pays, ici le Bénin. Cette occasion nous a permis d'opiner sur la question et je pense que c'était une très belle occasion que j'ai partagée avec vous. Tous ceux qui ont eu à me poser des questions, je vous remercie. Tous ceux qui ont suivi cet entretien, qui ont peut-être des choses à dire, qui n'ont pas pu les dire, je les remercie aussi. Vous voyez, en guise de conclusion, je veux dire ceci. Notre pays se retrouve à un carrefour de son histoire. Ce carrefour qui consiste à se donner une nouvelle chance
pour redéfinir les bases de notre vivre ensemble. Car les signaux sont au rouge. Plus personne ne peut nier aujourd'hui la question d'insécurité croissante dans le pays, la question de la faim qui sévit, la question, n'est-ce pas, de la constipation même de notre vivre ensemble. Personne ne doute du malaise général qui sévit dans le pays. Et c'est le moment pour nous de saisir cette opportunité que les patriotes nous offrent en nous proposant la réunion imminente des assises nationales souveraines. Et j'ai confiance que les dirigeants actuels sauront saisir cette opportunité, tourner cette page sombre qui caractérise actuellement le pays et qui fait que même de l'extérieur, nous avons honte de nous déclarer béninois. Tout comme ce qui est vécu à la veille de 1990, nous sommes pratiquement à ce niveau. Et il va falloir que chacun, autant que nous sommes, nous puissions faire agir notre génie. Nous puissions faire agir ce génie, retrouver ce qu'on, comme on le dit, ces lettres de noblesse. C'est sur ces mots que je dis merci et félicitations aux organisateurs pour dire que je reste disponible pour toutes autres sollicitations. C'était Damien Dégbé.